Bienvenue à vous, content de vous retrouver pour ce numéro 58 de Funeste Fred. Funeste, bon, j'espère tout de même que c'est, juste dit comme ça, une façon de parler. Oui, il fallait trouver un titre, relativement drôle, j'espère encore. Une fois peut-être, mais le plus tard possible. Je vous expliquerai en vrai, pourquoi Funeste Fred est sur le coup. Je ne pourrais m'empêcher d'avoir une pensée émue, tendre même à l'adresse, de pas mal de personnes qui ont été amenées à croiser, pour destinée celle de votre serviteur. Oui, pensée tendre. Alors oui, Funeste Fred numéro 58, notre texte d'ouverture. Tout de suite, si le son n'est dans l'hypothèse où le son, n'est pas génial, d'entrée pour nos vidéos en général, ça s'améliore, je dis ça à toutes fins utiles, ça s'améliore très rapidement dans les minutes, pour ne pas dire les secondes qui suivent. Alors, en 1840, fragment d'ouverture écrit en 1840, Owen, il s'appelait Owen, ce monsieur, et il avait produit un livre qui s'appelait Essai sur la formation du caractère humain, si j'ai bien traduit le titre original en langue anglaise. Oui, un livre publié à Londres en 1840. Depuis, si j'ai fait une erreur, une approximation dans la traduction de l'anglais, je me corrige en partie description ou en partie comment. J'en profite pour le rappeler au passage. Oui, j'aime bien le rappeler. C'est là que je mets en description avec toutes les références des bouquins dont il sera question, comme d'hab. C'est là, en description ou des fois en commentaire, des choses qui m'échappent en cours de route. Voilà. Alors, Owen, 1840, écrivait depuis l'introduction générale du machinisme sans âme dans les manufactures britanniques, les hommes ont été traités, à quelques exceptions près, comme une machine secondaire et subordonnée. Et on a accordé beaucoup plus d'attention au perfectionnement de la matière première que sont les bois et les métaux qu'au perfectionnement du corps et de l'esprit. Ce livre avait retenu l'attention de Marx, de Karl, qui, peu de temps après, pour sa part, écrira ceci, l'activité, Karl Marx, l'activité de l'ouvrier, réduite à une simple abstraction de l'activité, est déterminé et réglé de tous côtés par le mouvement de la machinerie et non l'inverse. La science qui contraint les membres inanimés de la machinerie à agir conformément à leur finalité en tant qu'automates par leur construction n'existe pas dans la conscience de l'ouvrier, mais agit sur lui à travers la machine comme une puissance étrangère, comme la puissance de la machine elle-même, l'appropriation du travail vivant par le travail objectivé, de la force ou de l'activité valorisante par la valeur existant pour soi, qui réside dans le concept de capital et posé dans la production basée sur la machinerie comme caractère du procès de production lui-même, y compris dans ses éléments matériels et son mouvement matériel. Le procès de production a cessé d'être un procès de travail, dans le sens où le travail en tant qu'unité qui le domine l'emporte sur lui. Il n'apparaît plus que comme un organe conscient en de nombreux points du système mécanique, dans des ouvriers vivants isolés, dispersés, subsumés sous le procès global de la machinerie elle-même. Il n'est lui-même qu'un membre du système dont l'unité n'existe pas dans les ouvriers vivants, mais dans la machinerie vivante, active,
qui, face à son action individuelle et insignifiante, apparaît comme un organisme lui imposant sa puissance. Dans la machinerie, le travail objectivé fait face au travail vivant dans le procès de travail lui-même comme la puissance qui le domine. Ce que le capital est dans sa forme en tant qu'appropriation du travail vivant. La prise en compte du procès de travail comme simple moment du procès de valorisation du capital est également posée du point de vue matériel par la transformation de l'outil de travail en machinerie et du travail vivant en simple accessoire vivant de cette machinerie comme moyen de son action. Je ne vais pas plus loin dans la lecture du texte original du texte de Marx dans ce numéro. On va encore venir geindre, rouspéter, type, oui, d'appréciation très agréable. J'y ai eu droit dans un passé assez récent, comme quoi oui, il y aurait, ma façon de lire, mon ton perché, outrancièrement égotiste qui empêcherait de se concentrer et d'apprécier à leur figurez-vous, d'apprécier à leur juste valeur les paroles du maître. Quitte à déplaire, et ça doit être là, oui, c'est certainement le motif, même s'il n'en est pas question dans chacun de nos numéros, j'ai des sympathies pour le marxisme et ça doit être le motif numéro un de désabonnement pour nos oui, de désabonnement pour nos, funestes Fred. J'ai des sympathies pour le marxisme, mais en ce qui concerne les marxistes, je dis bien comme le disait, il aimait dire ça, c'était assez récurrent, c'était sa formule, son expression, un garçon que j'ai connu il y a longtemps, qui n'est plus hélas de ce monde. Avec les marxistes, dans le chef de votre serviteur, entendez, c'est, comment dire, oui, assez divers. Il disait ça comme ça, ce garçon. C'est assez, divers. Dans ce numéro, j'ai prévu de vous entretenir, en tout cas, je vais faire de mon mieux de vous entretenir de la réédition récente chez Payot du Fragment de Marx. Sur les machines, c'est oui, c'est une, réédition toute récente, de la même manière que je ne fais pas ça souvent, mais j'estimais que la première fois que j'avais posté ce texte-là sur Socrate, qui fait partie du livre de présentation d'un texte inédit de Kojève, publié dans le courant de cette année 2025 à la NRF. Dans ce bouquin de présentation de Kojève, ce texte au sujet de Socrate, j'aimerais bien aller plus loin, si ça vous dit, hein, de nous suivre jusqu'au bout ou de nous suivre plus loin, encore un peu dans ce funeste Fred. C'est rare quand je fais ça, mais oui, je m'étais dit, je l'ai fait un peu court. Ce serait bien d'aller plus loin. Avant de revenir à Marx, si ça vous dit, car ça va être, un peu plus technique, aujourd'hui et je tiens bien à m'excuser aussi bien auprès des marxistes que des marxologues, que des marxiens, qui, je ne sais, qui ne pourraient jamais nous suivre, dont j'aurais capté, retenu l'attention pour ce numéro. Je vais m'efforcer de faire ce que je peux. C'est une matière sur le plan théorique que je dois dire, je n'ai réellement abordé qu'à cet art, hein, dans le cours de mon existence. Donc je vais essayer de me débrouiller, de faire de mon mieux. Et comme ce sera un peu plus technique aujourd'hui, on va s'accorder une ou deux parenthèses et tout de suite, une poésie.
Oui, une poésie et pourquoi, ce poème, j'aimerais le dédier? Je ne sais pas, ce serait bien. Là encore, de nouveau, je me prends à espérer si, ça pourrait quelque peu, vous requinquer. Je n'en sais trop rien, mais j'avais très envie de vous le lire et sachez-le, ami, je sais que je suis suivi, quand je le suis le plus souvent, c'est du côté de l'Hexagone, oui, ou d'amis originaires de là, tout du moins, qui sont nés, qui ont grandi là-bas, tout du moins, de l'Hexagone. Et je ne sais pas si ça pourra, si ces lignes dont je vous donne l'auteur immédiatement après lecture, si ça peut jamais d'une certaine façon arriver à vous requinquer, tant mieux, mais dans l'absolu, dites-vous bien que c'est dans l'esprit, c'est avec tout mon meilleur soutien et toute ma sympathie, c'est que ces derniers temps, sur cette plateforme, assez, et pas seulement je, ami français, je vous ai entendu, oui, émettre de sérieux doutes. Oui, je vous ai entendu dans un grand état de déréliction, émettant au passage des doutes, vous interrogeant sur l'état et le devenir de votre pays. Alors oui, c'est avec toute ma sympathie. Ce poème qui s'intitule, je dis bien avec toute ma sympathie, car le titre peut sembler raide, l'auteur, juste après Mort morale, hein. Je ne dis pas que c'est le cas, mais le poème, son titre, c'est Mort morale. La révolution inquiète la patrie et des gouttes de feu pleuvent sur les balcons. Mode chemiserie marchand de 4 saisons, teint du sang des cochers, ferment leurs batteries. On n'arrosera plus, les pavés sont tout blancs, et les chiens fouillent les ordures du printemps. Au reste dévasté, qui furent le Pont-Neuf, un drapeau sourd et muet, dont les plis sont tout neufs. En silence a conduit tes disciples, Babeuf. Dans le Louvre, les tableaux incendiés se pourlèchent, la tour Eiffel, dans l'eau désaltère sa flèche. La chambre est occupée militairement. Une automobile grise emporte des dolmans. Notre-Dame paraît au creux d'un incendie, transparente et coulant comme un sucre candi. Au mont de Piété, les Rothschild font la queue. L'empereur en uniforme est traîné par les cheveux. Les matelas crevés sont la langue des murs. Les pavés impuissants à panser les blessures ont le cœur plus humain que les graves passants. Des supplices chinois, place de la Concorde, des bourgeois sont pendus à leurs porte-manteaux. On les descend dans la vidange avec des cordes. Les moines du Carmel, sauvant l'hostie divine, dans la rue Quincampoix rencontre la marine. Un pensionnat muré est devenu harem. Les mères des enfants pleuraient devant la porte. On les a fait saouler dans un mortel dilemme. On a fait boire les fils près de leur mère morte. Pourquoi? Tout dire. Un jour, le Christ est venu. Dans la rue, sur la ville, il était nu. Des anges soutenaient sa couronne, le ciel était fendu. Max Jacob dans c'est la première couverture qui apparaîtra aujourd'hui. Max Jacob, et vous aurez toutes les références comme d'hab, comme pour tous les bouquins en partie description. Max Jacob dans son laboratoire.
Le laboratoire central, de Max, ce recueil de poésie disponible, vous l'avez vu dans la collection en poche, folio de la NRF. Oui, je me souviens, c'était dans les tout derniers temps où je la regardais, où je l'avais encore, pour tout dire, la télé. Je suis allé vérifier, c'était sur France 3 en 2007. C'était beau, mais que c'était dur, que c'était triste, un film, avec dans le rôle de Max Jacob et ceux du théâtre, corrigez-moi au besoin, n'hésitez pas, pour me vexer, moi, franchement, il faut y aller, donc si ce n'était pas le cas, mais je pense bien, son tout dernier rôle à l'écran, dans le rôle de Max, Jean-Claude Brialy, un film qui était passé sur France 3. Je n'avais vu que la fin ou, mettons, la deuxième partie, mais que c'était beau et partant que c'était triste, ce film qui relatait les derniers temps, les derniers jours de Max Jacob, et ça s'appelait Monsieur Max. Je mettrai les références aussi, de temps en temps, quand ça me revient, des réminiscences de choses vues, notamment aussi de choses vues. Ça peut très bien, de temps en temps, être le cas à la TV, hein. Oui, ça s'appelait Monsieur Max. Mort morale, c'est dans le laboratoire central. On aura l'occasion de revenir à Max Jacob dans les funestes Fred de 2026, si tout va bien, hein. D'ici là et dans quelques instants d'ailleurs, je vous entretiens un petit peu, de l'avenir, de notre modeste magazine, hein, du chroniqueur de livres sur cette plateforme. Je ne me suis jamais dit ni influenceur, pas davantage youtubeur, chroniqueur de livres, le plus impossible, à la fois le plus impossible et pour sûr le plus improbable. Bon, revenons au début de l'ère industrielle, pour de vrai à l'époque, oui, pour sûr à l'époque de la révolution industrielle, on a déjà commencé à le faire, hein, pour ce qui est de planter le décor, je vous ai déjà lu ce fragment d'Owen et cet autre de Marx. Je vous montre maintenant la couverture de la réédition Payot. Karl Marx, sur les machines. Oui, chouette, hein, l'illustration de couverture. Karl Marx sur les machines. Je précise, si vous l'avez, les Grundrisse, hein, si vous possédez déjà les Grundrisse, ne faites pas l'acquisition. Ça risque de faire double emploi, sauf si vous souhaitez, pour des raisons professionnelles ou autres, purement pratiques, avoir l'édition récente, dans la petite oui, c'est la petite bibliothèque Payot, des classiques Payot, hein, mais je le précise à toute fin utile. C'est un fragment qui est tiré de ce recueil de la fin des années 1850 de Karl, soit antérieur d'une dizaine d'années à la première publication, à la première édition, dit dans mon excellent allemand de Das Kapital. Alors, oui, 1800, je vous ai dit, on est en 1857. Eh bien, voici un fragment du texte, cette fois non pas de Karl, mais de l'auteur du texte de présentation de cette édition Payot, Monsieur Garrige, oui, François Garrige. Il nous dit, histoire de mieux planter le décor, historiquement, en 1857.
Eh bien, il y a l'approche d'une crise économique mondiale, hein. Oui, une crise économique mondiale qui fait sortir Marx de sa torpeur d'alors. À la suite d'un krach à la bourse de New York au cours de l'été, la panique s'empare des acteurs économiques et Marx y voit une fissure dans le système économique nouveau. Depuis 1850, la production industrielle et le commerce sont en expansion, alors que le libre-échange s'étend. Les aspects les plus frappants de cette évolution s'incarnent dans la croissance des chemins de fer, des navires à vapeur, des mines de charbon et des villes-usines. Des changements spectaculaires se produisent également dans les capitales européennes, oui, dans les capitales européennes et nord-américaines, dont l'expansion accompagne un boom de la construction dans les années 1850 et 1860. Et là, oui, on nous fait remarquer, l'auteur nous fait remarquer, Kenchistan, encore très bien dit, prononcé, oui, les langues germaniques, je crois que ce ne sera jamais mon fort. Je revois toujours mon prof à l'un de mes derniers examens. Pas d'anglais, j'étais tout de même un peu meilleur, surtout à l'écrit, mais de néerlandais. Ce cher monsieur Cordier, je ne sais pas ce que vous comptez faire après, mais pas les langues, hein. Pas les langues, vous m'entendez, hein. Alors, oui, tout ça pour retomber sur cette localité, le nom de cette localité, Kentish Town, c'est là que la famille Marx s'est installée. Et c'est l'un de ces nouveaux quartiers d'habitation, précisément. Cette expansion est encore plus frappante dans la production de biens de consommation. Dans le domaine de l'habillement, de la chaussure et du mobilier, une révolution manufacturière s'engage à la même période. Ma cité natale, en ce temps-là, va devenir l'une des capitales, sur le plan de notre petit royaume, l'une des capitales textiles. Voilà, c'est en plein dedans l'invention des machines complexes, comme la machine à coudre. En 1846, pose les fondements d'une industrie du prêt-à-porter à grande échelle. Parallèlement, l'utilisation de la vapeur combinée à des systèmes mécaniques plus complexes accélère les cadences de la production dans de nombreuses branches, et c'est là qu'on peut se souvenir que Marx avait dit à l'adresse de Proudhon, je cite de mémoire, le moulin féodal avait fait le seigneur de la féodalité. Eh bien, le moulin à vapeur fera, je cite de mémoire, hein, le moulin à vapeur fera le capitaliste industriel. Les tensions, ben oui, les tensions générées par ces changements de rythme dans le rythme de travail et les pertes de contrôle des tâches qui en découlent atteignent leur paroxysme dans les métiers du bâtiment à Londres en 1859. Oui, en 1859, il y a de vastes conflits de travail, des conflits sociaux autour de ça, déjà de vastes conflits qui réactivent la question des machines et les débats sur le système mécanique industriel. De plus en plus, et Marx observe ça, il observe le phénomène de près. L'activité de l'ouvrier, écrit-il, réduite à une simple abstraction de l'activité est déterminée et réglée de tous côtés par le mouvement de la machinerie et non l'inverse. Nous l'avons déjà relevé, ce passage, on le rappelle. Voilà, tout ça pour dire que la question des machines est devenue obsédante. Depuis les années 1830, la question des machines pousse alors les économistes à débattre de leurs conséquences pour la main-d'œuvre et pour la société. Alors, seconde parenthèse avant d'aller plus loin et d'avancer aussi dans le temps, hein. Au sujet de, eh bien, figurez-vous, si vous m'interrogez, quelles sont mes résolutions? On approche de la période des fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An, et si on m'interroge,
Mes résolutions pour l'an à venir en ce qui concerne notre funeste fête, eh bien, figurez-vous, oui, chaque année, j'ai un petit inventaire comme ça. Je prends des notes, je m'amusais. En général, je m'amuse à vous rapporter, à vous formuler une série de. Eh bien, non, je n'en ai pas cette année, je n'en ai pas de résolution, bonne ou mauvaise. Nous n'avons jamais été aussi bas en ce qui concerne le nombre de vues depuis, oh, je ne sais, l'époque où nous avons commencé à sévir sur YouTube, quelque chose comme ça, mais ça ne nous empêche pas de dormir, hein. Je sais que vous êtes quelques-uns à m'être fidèles, merci à vous au passage, et si vous nous découvrez, eh bien voilà, j'espère que hein, je ne vous retiens pas, vous faites absolument comme bon vous semble. Je n'ai pas à part continuer. On va continuer notre petit bonhomme de chemin. On va continuer comme on l'a fait jusqu'à présent, roue libre. Quand on me pose la question, ça a toujours été un peu dans tout comme ça, hein. Quand on me posait la question dans n'importe quelle activité ou secteur d'activité où j'ai pu sévir, je répondais toujours: «Depuis combien de temps, ça a l'air d'aller?» Eh bien, j'ai toujours l'impression que ça fait à peine un an et demi, quelque chose comme ça. Il est vrai que nous avons réussi à un moment donné, notamment à homogénéiser notre prise de son, hein. J'avais été à 2 doigts de laisser tomber à cause de ça, hein, et c'est la raison pour laquelle les numéros, les anciens numéros qui ont été supprimés, dont je n'étais pas satisfait pour des raisons techniques, hein, pour cette raison-là, ou pour des raisons techniques ou autres. Ils seront tous, tôt ou tard, s'ils ne l'ont pas déjà été, ils seront tous refaits. Les numéros qui ont été enlevés, ça je peux au besoin le rappeler au passage. N'hésitez pas, hein, voilà, de la même manière que je ne ferai jamais appel à votre porte-monnaie, je ne franchement, je ne suis pas, venu vous réclamer quoi que ce soit. Vous faites absolument ce que vous voulez, ce que bon vous semble. Vous, c'est une idée, juste une idée comme ça. Si bon vous semble, vous pouvez nous partager, vous ne nous partagez pas ou vous nous partagez. Je ne vous commente pas, mais si vous le faites, j'en serais ravi, hein. Ceci dit, il va sans dire merci d'avance aussi. Pour ça à vous, mais je ne suis pas influenceur, je ne cherche pas à vous influencer, peut-être tout au plus titiller votre curiosité autour des bouquins, autour des auteurs. Voilà. Notre objectif, c'est ça. En venant sur cette plateforme, outre nous exercer un petit peu à la pratique orale depuis que nous sommes assez en retrait des mécaniques, eh bien, on va retourner dans l'époque, dans les machines de Karl Marx. Ce que je n'ai pas dit, hein, n'hésitez pas si vous avez des propositions, des suggestions à faire. La boîte aux suggestions, c'est en dessous de la vidéo, en partie comment. N'hésitez pas. Je mettrai ça à l'étude. Je vous ai déjà dans des numéros précédents expliqué quelles étaient les catégories de livres que je n'abordais pas ou pas en priorité et pas parce que j'avais de l'animosité envers ces registres de livres ou leurs auteurs, mais si c'est la première fois, si un numéro vous a plu, rien ne vous empêche d'aller en écouter un autre ou d'écouter les précédents et comme ça, eh bien, vous vous entendrez les fois où je m'étais permis de développer un petit peu tout ça, comment je procédais, comment j'établissais mes choix de bouquins. On retourne chez Marx. Alors, vous l'aurez déjà saisi, hein, et il avait assez rapidement saisi toute l'ambivalence du machinisme. Et il faut savoir, je l'ignorais, ça fait partie des éléments que j'ai appris à la lecture de cette réédition. Le terme machinisme, c'est Michelet. C'est Michelet qui, dans un livre, un ouvrage intitulé Le Peuple, c'est Michelet qui aurait introduit ce terme pour la première fois dans la décade 1840 aussi, dans notre langue française. Il va sans dire, le terme
De machinisme, et si vous êtes un tant soit peu familier de Marx, vous savez qu'il ne reculait pas de temps en temps à des formules, des expressions, comme on dit, en français dans le texte. Il y en a quelques-unes dans son texte sur les machines. Alors oui, toute l'ambivalence, il va sans dire, sur le plan social, pour l'ouvrier, pour le travailleur, dans l'absolu, toute l'ambivalence du machinisme, et ce fragment de 1857 qui n'arrivera pour la première fois, qui ne sera traduit pour la première fois en Union soviétique, je le dis au passage, qu'en 1939. Il commencera à se retrouver pour de vrai au cœur des débats contemporains, de plus en plus, de façon manifeste, sans jeu de mots facile, à partir des décennies du siècle dernier, 60 et 70, au moment de l'essor du tertiaire et des prémices de ce qu'on devait appeler tour à tour, de manière un brin pompeuse, la société de l'information. Hein, plus personne ne me contredira là-dessus. Un brin pompeuse, la société de l'information ou la société de la théorie des connaissances, avec dans différents cénacles, au départ, notamment de la botte italienne, de nos amis transalpins, pour développer divers courants de pensée dans les années 1960, 1970, à une époque où de plus en plus on commençait à s'interroger sur, oui, des fois on était de plus en plus persuadé que le développement des technologies, un développement tel qu'on allait y assister de plus en plus, pour sûr, si vous êtes tout du moins déjà de ma génération, né au début des années 70 et qui avait eu tout le temps d'observer un certain nombre de choses, hein, et mon cher père, mes grands-parents, à leur façon, avaient déjà ressenti un peu les choses de la sorte dans les contextes qui furent respectivement les leurs. Oui, on voulait se persuader de plus en plus, pour faire court, que le développement des technologies allait permettre un dépassement du capitalisme, voire un passage du capitalisme, le cas échéant, un passage accéléré, pour les plus optimistes du capitalisme au communisme. Alors je vais vous lire un autre fragment du texte de présentation par rapport à ça, hein, relativement à ce qu'on a nommé le capitalisme cognitif, hein, quand on ne parlait pas encore de capitalisme numérique. Voici, page 34, les théoriciens, au sujet de ces théoriciens dont je viens de vous parler, les théoriciens, nommés les théoriciens du capitalisme cognitif. S'appuient Ils se sont appuyés sur, notamment sur ce fragment, sur ce passage du fragment, nouvellement, réédité chez Payot. Les théoriciens du capitalisme cognitif se sont appuyés notamment sur ce passage où Marx affirme, je cite de nouveau: «Car la qu'à mesure que la grande industrie se développe, la création de la richesse réelle dépend moins du temps de travail et du quantum de travail employé que du pouvoir des agents mis en mouvement pendant le temps de travail. Pouvoir qui lui-même, ou dont la powerful effectiveness n'est pas en rapport avec le temps, en anglais dans le texte ici, n'est pas en rapport avec le temps de travail immédiat que coûte sa production, mais dépend plutôt de l'état général de la science et du progrès de la technologie, ou de l'application de cette science à la production». Fin de citation.
pour Marx. Alors, je continue encore un peu dans notre texte d'ouverture du bouquin, hein, fasciné par de cette réédition, fasciné par l'essor de l'informatique, ben oui, pardi, de l'informatique et puis du numérique qui semble rabattre les cartes de la création de valeur et du fonctionnement du capital. Ces théoriciens s'appuient sur ce texte pour légitimer leur thèse à propos de l'entrée dans une ère post-industrielle. Je me permets ici cette petite parenthèse, hein, ça pourra s'inscrire après dans le droit fil de ce que je vais vous lire encore. Dans les années, oh oui, vous ne me contredirez pas, hein, ça a dû vous arriver au moins une fois dans la décade entre 2000 et 2010. Vous avez certainement entendu l'une ou l'autre personne, des gens dont je ne dis pas que c'était des idiots, peut-être non, mais d'un enthousiasme quelque peu hâtif, précipité. Une fois au moins, on a dû vous dire quelque chose du genre, voilà, maintenant, avec tout ce qui est en train d'advenir autour de la toile, de l'Internet, le communisme dans son meilleur, on y est, il va se réaliser, hein, au moins une fois, hein, quelqu'un a dû vous dire quelque chose du genre dans ce style. Alors je reprends au sujet de l'informatique. Ces théoriciens se sont appuyés sur ce texte pour légitimer leur thèse à propos de l'entrée dans cette ère post-industrielle, alors que se multipliaient les annonces sur l'essor de la société de l'information. De nombreux économistes ont cherché au début du XXIe siècle à penser à un au-delà du capitalisme et de son stade fordiste, en théorisant un nouveau stade dit cognitif, fondé sur une division du travail inédite. Celui-ci serait en mesure d'impulser l'affirmation, puis la diffusion de la connaissance et du savoir dans une organisation renouvelée de la production. Mais pour ces penseurs du capitalisme devenu numérique, Marx aurait sous-estimé le développement de l'intellect général. Oui, dans son texte à lui, Marx, à un moment donné, il avance le concept d'intellect général. Peut-être quelque peu à la suite de Rousseau avait parlé en son temps dans un processus historique et révolutionnaire. Souvenez-vous, la volonté générale chez Jean-Jacques Rousseau. Eh bien, Marx avait parlé d'un intellect général. Et pour ces penseurs du capitalisme numérique, Marx aurait sous-estimé le développement de cet intellect général, qui se réaliserait pleinement aujourd'hui avec l'apparition de la société de la connaissance. Dans celle-ci, l'exploitation ne doit plus être comprise comme l'extraction de la plus-value par le biais du surtravail, mais de plus en plus comme l'expropriation du commun, c'est-à-dire l'appropriation privée d'une partie ou de la totalité de la valeur qui a été produite en tant que valeur commune. Il cite l'exemple des logiciels libres ou peer-to-peer créés collectivement par des amateurs non rémunérés, puis appropriés par le capital afin d'être transformés en applications rentables. Ce type d'approche est assez caractéristique de la fascination exercée, on s'en doute par le monde numérique ou on s'en doute plus encore par l'IA aujourd'hui à l'origine de projections souvent hors sol, sur le dépassement du capitalisme par l'exacerbation du processus d'automatisation. Mais ces auteurs n'auraient-ils pas tendance à confondre les concepts du travail, à confondre travail immatériel et travail abstrait? Oui, travail immatériel et travail abstrait, comme ceux de richesse
et de valeurs. Et encore un peu plus loin, d'une certaine manière, hein, le préfacier de conclure, pour ainsi dire, d'une certaine manière, le capitalisme cognitif et la confiance dans la sortie du capitalisme par l'économie matérielle ne semble avoir été qu'une illusion temporaire d'intellectuel, où on peut tout du moins poser la question, hein, est-ce que ça n'aurait été qu'une illusion temporaire d'intellectuel? Vous en pensez ce que vous voulez, une illusion temporaire d'intellectuel victime de l'hypnose numérique, hein, oui, les gars qui vous apostrophaient dans les années 2000-2010, comme je le disais, dans cette hypnose numérique du nouveau siècle, censée ouvrir l'âge de l'information. Bon, ça c'est pour le texte de présentation. On va encore faire une petite parenthèse avant d'en finir avec sur les machines. Cette réédition de Sur les machines, j'ai fait allusion à l'approche des fêtes de fin d'année, hein, et la semaine dernière, à un moment donné, je faisais allusion à la bibliothèque de la Pléiade. Si vous cherchez des idées de cadeaux, si vous avez des amis, des camarades, amateurs à qui vous aimeriez faire un beau cadeau. Eh bien, dans la bibliothèque de la Pléiade, il y a tout Verlaine, qui vient de sortir en 2 volumes, et vous avez aussi tout Tchekhov en 3 tomes. Et oui, je dis la bibliothèque de la Pléiade, oui, il y en a qui me détestent encore plus comme ça, qui viennent: «Ah, il fait la réclame il nous parle de Marx, et entre-temps, il fait la réclame de l'édition bourgeoise». Non seulement je n'ai jamais réclamé un cent à personne depuis que je sévis sur internet, et je ne pense pas le faire un jour. En tout cas, je n'y ai jamais la monétisation, si c'est comme ça qu'on dit, je n'y ai jamais, sérieusement songé. Et j'ai eu des services de presse plus jeunes quand je travaillais en radio privée, hein, je le reconnais, j'ai reçu quelques tonnes de bouquins à une époque pour rien, notamment, des BD, beaucoup, et c'est comme ça. Si ça constitue un mystère pour vous, je le dis, à une époque, c'est comme ça que j'ai pu assembler, ma bibliothèque. Si jamais elle peut vous sembler, impressionnante, c'est peu de choses à côté de ce que, j'ai vu posséder par certaines du côté de, certaines personnes érudites, mais en revendant, là, je l'avoue, j'ai fait ça tout un temps, en revendant les services de presse chez les bouquinistes qui étaient partants pour ça. Et bien, avec les sous, j'ai pu acquérir les livres qui m'intéressaient vraiment, et c'est comme ça que j'ai assemblé une bonne partie, tout un temps, une bonne partie, de ma bibliothèque, mais ça fera bientôt un quart de siècle, hein, oui, un quart de siècle que je n'ai plus aucun service de presse, aucun lien avec aucun éditeur, sous aucune forme. Alors si ça vous gêne que je signale tout simplement, dans l'hypothèse où l'un ou l'autre, aimerait faire un heureux, faire un cadeau, déposer sous le sapin un Pléiade, casser le cochon, pour ça, hein. Il y a, oui, le Tchekhov en 3 tomes, Verlaine en 2, et le Pompon, c'est tous les Rougon-Macquart, sans ironie aucune, hein. Le récit, entre autres, ce n'est pas que ça, mais le récit de la misère sous le Second Empire, sous la plume de Mimile. Les Rougon-Macquart avec un prix, oui, c'est le Pompon au niveau du prix, 369 € pour les 5 tomes, pour tous les Rougon-Macquart, en vison du livre, dans la bibliothèque de la Pléiade. Mais je le signale, c'est sorti aussi, récemment. J'en possède une, mais c'est pas celle-là.
Je vous rassure, une édition belge, l'édition Becker, peut-être, on la voyait dans pas mal de foyers à une époque, la jolie édition Becker d'Émile Zola de 1964, je pense, je tiens, de du côté de mes parents, que je conserve bien précautionneusement. Un de ces jours, on pourrait faire une thématique autour de cette édition de Zola, mais comme ça, vous le savez, pour la Pléiade, en 5 volumes et voilà, 369 € pour, tous les Rougon-Macquart. Parenthèse, juste en ce qui oui, pour mettre sous, le sapin. Alors, j'aime bien le texte de présentation de monsieur Garrigue, mais j'aime mieux, oui, le texte qui se trouve en postface. Il y a préface et postface, et la postface de monsieur Juan Sébastien Carbonel, lui, je trouve qu'il est encore plus clair. Il est plus clair pour ce qui est d'expliquer, développer autour de ces concepts. Vous savez, comme on a dit, capitalisme cognitif, capitalisme numérique, si jamais ça peut sembler encore quelque peu obscur pour vous, et il s'attarde davantage sur la question de savoir en quoi on a bien fait, hein, à partir d'une époque, en quoi on a bien fait, ou pas, hein, selon lui, on a bien fait, ou pas, de procéder à une actualisation de ce fragment de 1857 de Karl. Et oui, Juan Sébastien Carbonel en profite. Je trouve que c'est finement observé, hein. Vous en pensez ce que vous voulez, une fois de plus, hein, mais ça me semble finement observé dans l'ensemble. Il y en a toujours qui veulent être plus catholiques que le pape, un peu dans toutes les chapelles, un peu dans toutes les familles spirituelles, comme je me permettrais d'appeler ça, d'une façon un peu dépassée, un peu barésienne. Je sais, ça plaît pas non plus, tant pis, allez, pour se désabonner, c'est pas au besoin, c'est pas dur, c'est pas difficile, mais au sein de toutes les familles de l'esprit, voilà, il y en a toujours qui veulent, non pas, poétiser, ou j'ai pas dit autre chose, hein, plus haut que l'heure, postérieure, ou se vouloir plus catholique que le pape, et Carbonel estime qu'il y a eu ça tout de même, surtout dans certains milieux dits de gauche, à partir des années 60-70, hein, une propension, à partir du moment où on trouvait que tel fragment, tel passage de Marx, oui, ben, justement, c'est une question une question de percevoir les choses comme tendance, et comme pouvant s'inscrire dans un courant assez tendance, assez dans le vent, hein. Vous m'avez compris, quitte à mettre en avant des textes comme, ce fut le cas au départ ici, qui n'étaient que des manuscrits de Marx, et qui ne faisaient pas partie d'œuvres achevées, en vue d'être éditées, hein, sciemment dans le chef de l'auteur, hein. Il faut bien se dire que c'était un manuscrit qui ne comporte pas de partie d'appareil, voilà, qui ne comporte déjà pas, nulle part, d'appareil critique, et aussi bien le préfacier que le postfacier, vous ferez l'avis que vous voudrez, estime que il a tendance à être obscur, par moment. Ce texte peut ressortir de Marx peut ressortir de façon assez obscure, hein, et oui, cette propension, à partir d'une époque, au sein de certaines chapelles, et de laisser entendre même que, des fragments manuscrits auraient pu, à la longue, s'avérer plus importants dans la lecture de Marx, dans l'ensemble, dans une perspective générique, s'avérait plus important que la lecture de ses œuvres maîtresses, à commencer par le Capital, hein. Ça me semble assez finement observé.
Je parlais tout à l'heure de oui, le motif des abonnements, numéro 1, de Funeste Fred. Oh, vous savez la, différence entre moi et une bonne partie des intervenants sur cette plateforme, c'est que vous n'entendrez pas ou plus, pour sûr depuis très longtemps, dans ma bouche, les sempiternels, couplets, pour ce qui est de se rabattre sur, ces sempiternels couplets anticommunistes, sur le mode anti-apocalyptique, satanique, hein, mais je ne suis pas militant, je ne m'estime pas militant. J'estime qu'au regard d'une vie, en l'occurrence, la mienne, il y a des limites, à tout, à la décence comme à la bouffonnerie, hein. Ceci dit, j'ai pu laisser, sous-entendre dans un numéro précédent, que j'avais entrepris à partir d'une époque sur le plan livresque un examen critique assez sévère par rapport à toute une série de choses. Je me demande si je n'étais pas sur le coup un peu sévère. Oui, un peu trop sévère avec moi. Je ne suis réellement, pour tout dire, revenu que sur un point, ce dont je viens de vous entretenir à l'instant, hein, ce que vous, contrairement à beaucoup d'autres, vous n'entendrez pas dans la bouche de votre serviteur, si j'ose dire sur un point, oui, sur un point en matière, d'histoire contemporaine. Et pour tout vous avouer, je pense que j'en suis revenu tout simplement, ben oui, tant qu'à faire, autant l'avouer, j'en suis revenu tout simplement et sans nul regret à ce que je pensais, déjà à l'âge de 16 ans. Oui, et j'en suis pas peu fier, quelque part. Je vous avais dit avant d'attaquer la la lecture, la remise en ligne du fragment du fragment. C'est un texte de Rambert Nicolas, hein, dans son livre de présentation du texte de Kojève sur Socrate, dans quelques instants. Ça ne va plus traîner, mais je vous avais promis, de mettre en ligne aussi, ce que j'avais entendu là dans la bouche d'un journaliste dont j'apprécie assez le travail, monsieur Régis Le Sommier, et dans une interview récente, je pense que oui, une vidéo postée le 24 août dernier, peu importe à qui il avait affaire, mais il interviewait une dame, je pense, qui appartient à ces personnes qu'on interviewe et qui peuvent avoir un discours dans l'ensemble très pertinent, mais qui ne peuvent pas s'empêcher, un petit peu, comme histoire de, oui, comme si c'était un signe de bonne vie et mœurs, quelque part, de nous sortir à un moment donné le couplet téléphoné sur l'anticommunisme. Et là, Régis Le Sommier, contre toute attente, je ne sais pas, mais lui avait répliqué ceci, que j'avais bien aimé au sujet il avait répliqué, mais bon, voilà, je vais directement dans le texte, dans le contexte, mais ça parlera de soi, hein, mais le communisme quelque part, et ça ira très bien en prélude à ce qui va suivre, mais le communisme quelque part, disait monsieur Le Sommier, quelque part, même si on a pu parler d'homme nouveau, entre guillemets, de sublimer l'individu dans la masse, n'attaquez pas la famille, ne parlez pas de resserrer, ne parlez pas de ne pas vouloir resserrer les liens traditionnels. Oui, de ne pas resserrer les liens traditionnels, puisqu'on voit que les pays concernés, quand ils ont été, les pays concernés dits du socialisme réel, hein, quand ils ont été libérés du communisme, ont été exaltés sur un nationalisme, vers une conscience de soi, vers une redécouverte de ces églises, de ces cultes qui n'avaient pas cessé finalement. Et quelque part, l'adversité que le communisme a créée a permis de sauver, oui, l'adversité, si on veut, que le communisme a créée a permis de sauver les peuples quelque part. Le libéralisme, au contraire, semble les dissoudre jusque dans leur base, hein. J'étais assez d'accord avec ça. Voilà.
Je vous remercie d'ores et déjà de m'avoir suivi. Ce n'est pas interdit de s'abonner et c'est avec le plus grand plaisir que je vous retrouve dans un peu moins d'une petite semaine pour c'était le 59 aujourd'hui, hein. Je me suis peut-être, pardon si je me suis gouré d'ouverture dans notre numérotation. Normalement, dans un peu moins d'une petite semaine, ce sera le 60e. Oui, oui, la série en cours, on va dire ça, le 60e dans la série en cours. Et je ne pense pas que je procéderai de nouveau à des retraits de vidéos. Je laisse tout maintenant, donc si nos vidéos disparaissent, je le dis, ce n'aura pas été de mon chef. Je ne sais pas si nous irons loin sur le plan de la visibilité avec notre enluminure. Hum, Improbable, peut-être. Là encore, peut-être comme la manière dont on aura pu revenir, non pas de Marx, mais de ce que certains auront voulu faire autour de Marx, peut-être. Enluminure improbable, peut-être que l'on doit à un artiste, à un nommé Sitoff, et qui date de l'année 87 du siècle dernier. Et c'est au siècle dernier, en l'an 40, oui, en l'an à cheval sur les années 40-41 du siècle dernier, qu'Alexandre Kojève a écrit ce texte inédit. Je mets en fin de numéro en lien les vidéos dans lesquelles il m'a déjà été donné de vous parler de ces deux bouquins. Alors, de Kojève, de lui, c'est son inédit, c'est son Sophia, sous-titré Philosophie et phénoménologie. J'y pense, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'aurais pu. Ce n'est pas dans la Pléiade, c'est déjà moins onéreux. Et si vous souhaitez faire un heureux, un cadeau à une connaissance et qui sait tout, oui, qui vous semble avoir toujours été passionné et par l'histoire de la Russie et par extension de l'Union soviétique et passionné d'histoire contemporaine, offrez-lui les deux volumes groupés, donc le Sophia d'Alexandre Kojève. Voilà, qu'il est préférable de joindre, surtout si on n'est pas ou pas encore habitué, comprenez, un gros lecteur de philo. Joignez le grand volume à celui qui est sorti en format moyen et qui s'appelle la conscience de Stahl, et un livre de monsieur, du traducteur du russe du texte de Kojève, de monsieur Rambert Nicolas, que nous saluons de la même manière que je saluerai la mémoire d'Alex, si je peux me permettre. De monsieur Kojève, du professeur Kojève, oui, les deux, hein, offrez les deux pour faire un cadeau. Bon, c'est pas la première fois que vous les voyez dans notre émission. Pour faire un heureux, et il est possible que l'effet que ces livres feront, c'est pas dit que ce sera comme sur votre serviteur, c'est probablement l'événement livresque le plus important pour moi, pour sûr, oui, par rapport à mes centres d'intérêt, par rapport à l'année, oui, l'événement de l'année, les deux bouquins ensemble. C'est pour l'année 2025, pour sûr, l'événement et peut-être l'événement majeur de tout mon parcours, d'un parcours de près de 35 ans maintenant, autour du monde russe, slave, de tout ce que vous voulez autour de tout ce que vous voulez autour de la Russie, et de l'histoire de la Russie et de l'URSS et de leur littérature. Alors je vais dans le livre de monsieur Rambert Nicolas, pardon si nous dépassons une fois encore le temps réglementaire de 60 minutes maximum, mais j'y tenais beaucoup. Donc si ça vous dit de rester encore avec nous pour entendre ce, oui, une bonne partie, pas tout, mais une bonne partie du chapitre 2 du livre sur la conscience, auquel Rambert Nicolas a donné le titre, entre guillemets,
Philosophe de malheur, oui, point d'exclamation. Philosophe de malheur. Un révolutionnaire. On en aura un exemple dans la figure du père de la philosophie, du moins si l'on suit l'interprétation de Soloviev, à savoir Socrate. Il faut probablement revenir à la racine de la philosophie telle que l'ont notamment reconstruite les Russes, pour comprendre de quoi il retourne avec ce renouveau de la pensée en Russie et l'enthousiasme presque juvénile qui s'y attacha à l'âge d'argent, au tournant du 19e et du siècle dernier, l'âge d'argent. Avec eux, on pourra d'abord dire Socrate, voilà un homme qui est mort pour la pensée. Qu'avait-il dit aux citoyens athéniens? Qu'il préférait encore le trépas à une vie sans philosophie et donc qu'il jugeait indigne de vivre sans elle. Autrement dit, ce qui donnait son sens à son existence, c'était pleinement elle, cette aspiration à la sagesse qu'il plaçait au-dessus de tout, à laquelle il était consacré par Apollon et pour laquelle il n'hésita pas à sacrifier sa vie. Acte de naissance superbe de la philosophie, car pour elle, disait-il, il vaut la peine de mourir. La première ambition philosophique russe fut à cet égard de remonter aux sources d'eau vive de la philosophie, au temps où celle-ci était encore une affaire sérieuse. Quant au recours de Socrate à l'ordre d'Apollon, il ne faut pas y voir de l'ironie, ni le prendre pour un moyen de se défendre d'être athée. Il y a bien dans l'attitude de Socrate quelque chose qui relève du divin, ou qui le place au-dessus des simples vivants et le sacre père de la philosophie. Quoi donc? Il est capable de se hisser hors d'une détermination pourtant naturelle et assez étouffante, l'instinct de conservation, au nom de quelque chose qui lui apparaît supérieur. Et c'est bel et bien cela, se montrer libre, choisir pour soi une valeur non biologique et la placer au-dessus de sa vie, en faire son existence. Or, être capable d'agir au nom de quelque chose qui dépasse la vie présente, être capable de se transcender, être capable de s'extraire hors de la persévérance à être, cette conservation de soi qu'un instinct nous oblige à poursuivre aveuglément et parfois jusqu'à l'absurde, voilà qui ressemble déjà à une déification. Par conséquent, si le sens de la vie de Socrate se révélait dans sa mort, à l'occasion de sa condamnation, c'est parce que ce sens se montrait plus important que sa vie même, laquelle autrement perdait sa justification. Pourquoi pas? Mais si ce n'était que cela, on comprendrait mal l'image du geste socratique et on ne prendrait pas tout à fait au sérieux ni ce que décrit Iline en parlant d'œuvre, ni ce qu'expose Kojève en parlant de révolution et de monde hostile. Car, après tout, on avait donné un autre choix au vieil Athénien. L'exil. S'il te faut faire de la philosophie à tout prix, alors tu iras faire ça ailleurs que chez nous. Écrit-on, son ami d'enfance, toujours plein de bon sens, le presse de s'enfuir. À bien y réfléchir, le choix de Socrate ne serait-il pas en effet un peu absurde? Mourir pour une œuvre, mourir pour faire de la philosophie, mais fallait-il vraiment mourir? N'aurait-il pas dû continuer à faire son œuvre plus loin, à philosopher ailleurs et au pire à philosopher seul ou auprès de quelques-uns? Répondre cela, c'est ne pas comprendre, du moins tel que l'on saisit les Russes d'alors, ce qu'impliquait faire sérieusement œuvre de pensée. C'est même pour eux faire déchoir cette activité, la détourner de son sens authentique, et sens authentique et ne plus savoir exactement ce que veut dire la mort de Socrate. En d'autres termes, c'est la rendre muette.
Parce que c'est se laisser croire que l'on peut atteindre individuellement la sagesse, l'atteindre pour soi, en dehors du monde, sans faire reconnaître son existence, sans devoir participer à la marche de l'histoire. Cela revient à travestir la philosophie en un passe-temps individuel qui se limiterait à apprendre, à mourir, à la restreindre à son petit salut personnel, à l'accumulation du savoir et au cercle de ses amis, sans rien toucher du réel qui, de toute façon, est immuable. Et devant cette attitude au mieux contemplative, on peut, comme Kojève, qui reprend là un leitmotiv de la philosophie russe, s'étonner, entre guillemets, que s'est-il passé pour que certains philosophes de malheur, qu'il nous soit permis de les appeler ainsi, aient pu tout oublier? Comment la philosophie a-t-elle pu devenir une science abstraite, n'ayant rien à voir avec la vie et aspirant exclusivement au savoir, sans posséder quoi que ce soit de commun à l'action? Ce qu'il s'était passé, c'était que la mort de Socrate était devenue quelque chose de secondaire, était devenue pour ces philosophes de malheur, c'est-à-dire en majorité occidentaux, Hegel et Marx exceptés, une sorte d'incident fâcheux dont on pouvait se prémunir. Comment? Comment? Eh bien, en ne parlant qu'à quelques-uns, en ne bavassant qu'avec les élus, en se cloisonnant dans un petit monde privé conçu comme un jardin dépourvu d'hostilité. On savait bien, ironise Kojève, que les conditions extérieures, comme les maladies, les persécutions menées par l'État, etc., pouvaient empêcher le travail du penseur. À ce titre, la mort de Socrate restera jamais gravée dans la mémoire des philosophes. Mais cela n'est pas important car ce sont là des conditions purement extérieures n'ayant rien à voir avec la philosophie elle-même. La philosophie doit manger, boire et dormir. Et donc, le philosophe doit manger, boire et dormir, et donc il doit aussi se soucier de sa sécurité. En un mot, de ce point de vue, il doit seulement s'efforcer à ce que les conditions extérieures ne le dérange pas, autrement dit que sa cité ne le mette pas en pièces. Quant à sa propre œuvre philosophique, il fait en sorte qu'elle soit indépendante de ses conditions. Réduite au seul individu ou à un groupe d'individus qui discourent pour eux-mêmes, la philosophie se transforme en affaire savante pour gens de cabinet, quand elle ne s'avachit pas dans le boudoir, prenant les postures du libertinage pour mieux cabotiner. mm, mais ni le savant dans son amphithéâtre, ni le libertin qui avance masqué ne font figure de sage, cet idéal auquel la vraie tradition philosophique aspire aussi, tandis que ceux-là préfèrent la tranquillité des salles de classe ou l'obscurité des réunions closes dans les sous-sols privés, s'accommodant sans peine ou hypocritement de l'ordre établi. Les amoureux de la sagesse s'exposent quant à eux en public, et jettent à la face de la cité, même pour leur malheur, des vérités qui pourraient lui déplaire, qui en tout cas ne la laisseront pas inchangée, des vérités qui, selon les mots de Kojève, ne sont pas sans rapport à la Révolution, voire qui en sont peut-être les germes. Alors le fragment qui suit est entièrement d'Alexandre Kojève. On peut refuser de répondre à des questions, non seulement parce que l'on ne sait pas à quoi répondre, mais encore parce qu'y répondre nous ferait, entre guillemets, honte, serait, entre guillemets, toujours un cas de conscience, voire simplement serait terrifiant, sans oublier non plus les guillemets, hein. Et pourtant, jamais rien de tel n'arrivera aux sages, entre eux, aussi aux sages. Ou du moins, voilà ce que déclare la tradition philosophique. Il pourra toujours répondre à la question qui lui est posée sans que cela constitue jamais pour lui un cas de conscience, ou sans que cela le terrifie en quoi que ce soit. Ce qui signifie donc qu'on lui attribue la perfection éthique
dans la mesure où il répond toujours de tous ses actes. Ainsi, en le considérant comme juste sur le plan éthique, il n'aura jamais honte d'en parler et les possibles conséquences qui lui seraient funestes s'il se lançait dans ce genre d'entretien ne saurait pourtant jamais l'empêcher de les tenir. Il est donc clair que cet idéal de la tradition philosophique est en même temps aussi l'idéal de la tradition révolutionnaire et socialiste. Kojève. Si le contenu de ce numéro vous intéressait au sujet des machines, je vous recommande la lecture d'un article mis en ligne il y a peu, avec pour titre, oui, par rapport au machinisme en lien, nous allons dire plus ou moins indirect. L'abjecte horizontalité, c'est le titre. L'abjecte horizontalité, pourquoi les réseaux détruisent les conditions du discours raisonné. Voilà, demandez-le en moteur. Je l'indique aussi en partie description. Je reconnais que le titre n'est pas court. Pourquoi les réseaux pourquoi les réseaux détruisent les conditions du discours raisonné, à savoir le logos. Et c'est un article signé de notre ami Loïc Chéniaud. Merci à vous et à, eh bien, dans moins d'une petite semaine. À bientôt. Merci.